Les émissions directes de vapeur d'eau des hommes provenant des centrales électriques, pas seulement nucléaires, de l'irrigation, des barrages, de la déforestation, ne contribuent pas à augmenter l'effet de serre de manière décelable, et donc ne sont pas pris en compte dans les émissions humaines. En effet, sur une planète couverte aux 2/3 d'eau, les océans, et compte tenu du fait que l'eau ne s'accumule pas dans l'atmosphère, où son temps de résidence est de l'ordre d'une semaine seulement, les émissions d'origine humaine sont totalement marginales dans le cycle global de l'eau. À titre indicatif, les émissions annuelles de vapeur d'eau de l'humanité provenant de la combustion des hydrocarbures représentent moins de 1% de l'évaporation naturelle survenant en une seule journée. L'action de l'homme peut très significativement perturber le cycle local de l'eau, la mer d'Aral ou le barrage d'Assuan en offrent de bons exemples, mais cela n'a pas de répercussions significatives au niveau de la teneur moyenne en vapeur d'eau de l'ensemble de l'atmosphère. Or, c'est celle-là qui gouverne l'effet de serre qui en résulte. Ce qui précède explique pourquoi il n'est pas tenu compte de la vapeur d'eau, excepté dans quelques cas bien particuliers, tels l'aviation, lorsque l'on calcule les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine. Le gaz carbonique d'origine humaine est responsable d'un peu plus de 55% de l'effet de serre additionnel dû à l'homme. Ce gaz comporte bien sûr des émissions naturelles, la respiration des animaux, une partie de la putréfaction, les incendies naturels ou encore le réchauffement de l'océan de surface, très importantes, mais elles sont compensées par des puits tout aussi importants, le refroidissement d'autres portions de l'eau océanique de surface et la photosynthèse. Le gaz carbonique venant des activités humaines, on parle d'émissions androphiques, c'est-à-dire provoquées par l'homme, provient, pour l'essentiel de la combustion d'énergie fossile, charbon, pétrole, gaz, pour partie de certaines industries, par exemple pour la production de ciment. Enfin, pour une part non négligeable de la déforestation, notamment en zone tropicale. Le méthane engendre un peu plus de 15% de l'effet de serre anthropique. Le méthane est un gaz qui se forme dès qu'un composé organique, un reste d'animal ou de plante, se décompose à l'abri de l'oxygène de l'air, par fermentation ou par putréfaction, par exemple au fond de l'eau ou sous la terre. Les réserves de gaz naturel ne se sont pas formées autrement que par décomposition il y a très longtemps de plantes et d'animaux qui se sont d'abord transformés en hydrocarbures liquides puis en gaz. Une partie du méthane présent dans l'atmosphère est donc d'origine parfaitement naturelle, provenant notamment des zones humides, marécages, marais et des termites. Mais l'homme y ajoute sa part. Le méthane d'origine humaine provient pour une part de la combustion de matières organiques, notamment des brûlis en zone tropicale. La combustion du bois est toujours une combustion imparfaite qui libère dans l'atmosphère des composés mal ou pas brûlés, dont du méthane. Et de l'élévation des ruminants, vaches, cochons, chèvres, yaks, car les aliments qu'ils ingèrent fermentent dans leur estomac en dégageant du méthane. À titre d'informatif, il y a environ 20 millions de bovins en France. Le poids des vaches est supérieur au poids des hommes. De la culture du riz, car les zones humides en général émettent du méthane. Ce gaz se forme dès que les composés organiques se décomposent, pourrissent à l'abri de l'oxygène de l'air, comme par exemple au fond d'un marécage ou encore dans les sédiments océaniques. Des décharges d'ordures ménagères, encore le pourrissement à l'abri de l'oxygène de l'air, des exploitations pétrolières et gazières à cause des fuites de gaz. Le méthane est le principal constituant du gaz naturel, et des mines de charbon. Le méthane est le principal constituant du grisou. Les halocarbures engendrent un peu plus de 10% de l'effet de serre andropique. Ces gaz n'ont pas d'émissions naturelles. Les premiers représentants de cette famille sont connus de tous. Il s'agissait des CFC désormais remplacés par d'autres gaz voisins, mais qui ne détruisent pas l'ozone stratosphérique. Ces gaz sont utilisés comme gaz réfrigérant dans les systèmes de climatisation et les chaînes de froid. Les émissions de ce poste proviennent essentiellement des fuites émises à la décharge de systèmes de climatisation. Comme gaz de propulseur dans les bombes aérosols, les fameux CFC constituent une sous-famille devenue célèbre des halocarbures. Le protocole de Montréal a décidé leur éradication progressive car en plus d'être de puissants gaz à effet de serre, ils sont aussi responsables de la diminution de l'ozone à haute altitude. Dans certains procédés industriels, fabrication de mousse plastique, mais aussi de composants d'ordinateurs ou de téléphones portables. Le protoxyde d'azote, NO2, engendre environ 5% de l'effet de serre andropique. Pour ce gaz, il y a aussi les émissions naturelles, qui proviennent essentiellement des zones humides. La part humaine andropique provient de l'utilisation des engrais azotés en agriculture et de certains procédés chimiques. L'ozone O3, troposphérique, engendre environ 10% de l'effet de serre andropique. L'ozone est une variante de l'oxygène. Une molécule d'ozone comporte 3 atomes d'oxygène au lieu de 2 pour le gaz oxygène normal, qui est naturellement présent dans l'atmosphère. Selon l'endroit où il se trouve, il nous intéresse beaucoup
où il nous est nuisible. Dans la haute atmosphère, où l'on parle d'ozone stratosphérique, la stratosphère est la couche de l'atmosphère située entre 10 et 50 km d'altitude, il arrête les ultraviolets du soleil qui ont tendance à casser les liaisons chimiques indispensables à la vie. Et il nous est donc très utile. Sans cette couche d'ozone stratosphérique, la vie évoluée n'existerait probablement pas en dehors des océans. Dans nos villes, bien qu'il continue aussi à arrêter les ultraviolets, les plus agressifs qui viennent du soleil, mais près du sol il ne reste pas beaucoup à arrêter, il montre aussi une autre de ses facettes, c'est que c'est un oxydant très agressif, et donc que nos poumons n'aiment pas beaucoup en respirer. L'ozone troposphérique, la troposphère est la couche la plus basse de l'atmosphère, celle qui touche au sol, et elle va jusqu'à la stratosphère, à environ 10 km du sol, est l'un des composants de la pollution locale, et provient indirectement de la combustion d'hydrocarbures. Ce terme, de l'effet de serre, est donc, outre le CO2, une conséquence de l'utilisation des énergies fossiles. Pour plus d'explications sur l'ozone, voir cette page. Depuis le début de l'ère industrielle, c'est-à-dire depuis les années 1750 environ, ce que nous avons mis dans l'atmosphère a pour effet d'introduire un forçage radiatif de l'ordre de 1% du rayonnement reçu. Dit autrement, à travers ces émissions de gaz à effet de serre, l'homme a modifié la situation comme si le Soleil avait augmenté sa puissance d'environ 1%. Cela peut paraître peu, pourtant, compte tenu des énergies considérables qui sont en jeu, et de la fragilité de certains équilibres naturels, et du fait que ces effets agissent sur de longues périodes, c'est très significatif pour notre avenir. Combien de temps reste-t-il dans l'atmosphère? Les gaz à effet de serre, une fois dans l'atmosphère, n'y restent bien évidemment pas éternellement, mais cela peut prendre un certain temps pour les évacuer de cet endroit. L'épuration des gaz à effet de serre de l'atmosphère peut survenir par un phénomène physique, par exemple la pluie, phénomène physique, condensation, enlève de la vapeur d'eau de l'atmosphère. Par une réaction chimique intervenant au centre de l'atmosphère. C'est le cas pour le méthane qui s'élimine par réaction avec des radicaux OH qui s'appellent des radicaux hydroxyles, naturellement présents dans l'atmosphère pour donner du CO2. Par une réaction chimique photochimique ou physique intervenant à la frontière entre l'atmosphère et les autres compartiments de la planète. C'est par exemple le cas pour le CO2 qui est réduit par la photosynthèse des plantes, réaction photochimique, ou qui est dissous dans l'océan, réaction physique, pour finir par y donner des ions bicarbonate et carbonate. Par contre, le CO2 est chimiquement stable dans l'atmosphère. Il n'y a pas de réaction purement chimique prenant place au sein de l'atmosphère qui élimine ce gaz. Soit par la suite d'un rayonnement radiatif, par exemple les rayonnements électromagnétiques durs émis par le Soleil, ainsi que les rayons cosmiques, qui sont de la même nature que ces rayons émis par une source radiative. Ils cassent les molécules dans la haute atmosphère. Une partie des halocarbures disparaît de cette façon. Ce sont généralement les molécules trop stables pour disparaître par réaction chimique dans l'atmosphère. Certains halocarbures sont cependant encore suffisamment réactifs, encore suffisamment proches des hydrocarbures pour disparaître, comme le méthane par réaction chimique avec d'autres composés de l'atmosphère. Mais la très mauvaise surprise, c'est que mis à part la vapeur d'eau qui s'évacue en quelques jours, les gaz à effet de serre mettent très longtemps à s'en aller de l'atmosphère. Cela n'est pas facile de savoir avec précision combien de temps sera nécessaire pour évacuer ce que nous émettons aujourd'hui, car l'atmosphère est un système très complexe, faisant intervenir tout un ensemble de phénomènes physiques, chimiques, biologiques, dont les scientifiques n'ont pas encore percé tous les mystères. On ne se doute pas, quand on regarde en l'air, que c'est si compliqué. En outre, l'augmentation de la concentration dont nous sommes à l'origine va trop vite pour qu'il soit possible de s'inspirer de ce qui s'est passé aux époques anciennes sur la vitesse d'élimination du surplus. Disons que ça va prendre longtemps. Ce graphique représente le forçage radiatif résiduel au cours du temps et il est en watts par mètre carré, provenant d'une tonne de gaz émise à l'instant 0 avec un simple changement d'unité sur l'axe vertical. Ce graphique pourrait tout aussi bien représenter la concentration supplémentaire dans l'atmosphère au cours du temps qui suit l'émission d'une tonne de gaz à effet de serre à l'instant 0. Comme les axes de ce graphique sont gradués en échelle dite logarithmique, chaque changement de graduation correspond à une multiplication par 10. Il n'y a pas de 0 au croisement des axes, mais c'est tout comme. On voit qu'il faut attendre de l'ordre d'un siècle avant que le CO2 ne commence à être évacué de l'atmosphère, de l'ordre de 10 ans pour le méthane, mais que certains halocarbures, par exemple le CF4 en haut du diagramme, n'ont toujours pas commencé à s'épurer significativement de l'atmosphère au bout de 1000 ans. Cette simple caractéristique physique explique pourquoi le changement climatique est un processus fondamentalement irréversible, qui sera complètement impossible d'inverser à bref délai le jour où l'expérience nous importunera pour de bon.